Voilà, c'est parti. Je vais commencer par me présenter comme ça pour ceux qui ne m'ont pas vu dans ce MOOC. Donc moi, je suis Marianne Cousin-Renier, je suis directrice du programme Prévenir et gérer l'absentéisme chez Malakoff Humaniste, qui est un des tout premiers groupes de protection sociale en France. Et je suis aussi depuis une dizaine d'années maintenant maître de conférence au CNAM dans le cadre d'une chaire entreprise et santé partenariale donc entre Malakoff Humanis et le CNAM. Donc aujourd'hui, on va passer une petite heure avec Vincent Beau, que vous avez peut-être découvert à travers ce MOOC. Et avant de le laisser se présenter, en fait, je vais juste vous expliquer rapidement comment va se dérouler la séance. Je vais d'abord vous partager quelques données issues du baromètre santé qualité de vie au travail que Malakoff Humanis produit depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, ça va nous permettre de découvrir un petit peu quelle est la perception des salariés quant à la qualité de vie au travail. Et puis, ça va nous permettre aussi de voir l'évolution de ces tendances. Après, eh bien, je poserai peut-être quelques questions à Vincent. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de vos questions dans le fil de discussion auxquelles après nous pourrons répondre. Voilà. Donc Vincent, si tu veux te présenter, dis-nous un petit peu qui tu es et puis surtout d'où tu nous parles quand tu évoques la QVT. Bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour et merci Marianne pour cette invitation. Donc moi je suis donc Vincent Beau, je suis le président de la fondation Projet 4121. C'est une fondation qui a pour ambition d'engager 1000 entreprises de toute taille, tout secteur d'activité dans une démarche qui met l'écoute des travailleurs au cœur de leur management pour mieux faire et mieux vivre leur travail et d'évaluer scientifiquement les bénéfices de cette démarche sur 3 cibles: leur santé physique et mentale, celle des dirigeants aussi, et la santé financière des entreprises. Donc voilà, ça c'est le projet 4121, la fondation dont je suis le président. Et par ailleurs, donc je suis le dirigeant, le gérant du cabinet Master que j'ai créé en 2010, qui accompagne les entreprises dans des démarches justement participatives d'amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail. Et j'ai également écrit un bouquin qui s'appelle La QVT, en finir avec les conneries, qui voilà, m'a permis notamment de porter ce projet. Et dernière chose que je citerai pour me présenter, c'est que je suis également, depuis plus de 25 ans, professeur associé de management participatif à Aix-Marseille Université. Super Vincent. Alors écoute, je rencontre un problème pour passer les slides, donc je ne sais pas. Ah, je crois que Marianne nous a quittés impromptement. Alors Karine, oui, le nom de la fondation, tiens, je vais le mettre en commentaire, c'est Projet 4121. Bon, me revoilà, je suis désolée, c'est un peu la misère, je n'arrive pas à passer les slides. Tu m'entends Vincent? Moi, je t'entends bien, Marianne, on te voit Ouais. plus. On te voit Non, on plus. me voit plus et c'est surtout mon souci, c'est que je n'arrive pas à passer les slides alors que j'ai réussi quand j'ai fait mes essais. Donc je suis très ennuyée. Tu veux me les envoyer pour que j'essaye de le faire à ta place ou... Ouais, je veux bien. Bah ouais, si tu veux, parce que là, je ne vois pas comment partager sur mon téléphone, c'est très compliqué.
Je vais t'envoyer le support par mail si ça t'ennuie pas. Désolée tout le monde, hein. Je suis désolé. C'est un peu les plaisirs du direct. Alors, ok. Alors, bouge pas, c'est parti. C'est sur ton adresse mail 4121 ou sur l'autre? Oui, oui, oui. Ouais. Ah, quelle misère. C'est parti. Ça fonctionnait très bien. Je ne sais pas si c'est pas l'enregistrement qui m'empêche de partager. Je ne sais Ah, pas. Tu me dis quand tu as reçu? ouais, là j'attends. Et puis j'espère surtout que tu peux partager parce que sinon je ne sais pas quelle va être la solution. Je voudrais éviter de vous proposer un report du live, ce serait quand même dommage. Déjà, la caméra, c'est reparti. Il n'est pas encore arrivé, hein, j'attends. Hein? Bah, c'est bizarre pourtant. Il m'a envoyé. Si c'est bien parti de chez moi pourtant. Ah, ça m'ennuie si on ne voit pas les slides parce que j'ai quand même pas mal de choses sympas à partager. T'as reçu? Non. Oh non, c'est pas vrai. Faut dire que Vincent est à Marseille, moi à Paris, vous voyez, donc c'est compliqué. À la limite, Ah, c'est bien parti. essaye sur l'autre adresse mail, à la limite. Parti aussi. J'espère surtout c'est que tu as la main comme moi pour partager. Sinon, on va faire à l'oral. Je vais vous commenter en fait ce que j'avais envie de vous montrer. Ce sera moins fun, mais... Je pense qu'on peut commencer comme ça et moi, dès que je Hein, récupère. ouais, on va commencer. Bon. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on évoque la QVT, du coup, moi, je me mets mes courbes pour essayer d'avoir un peu de contenu à vous partager. En fait, quand on interroge la QVT, on interroge les salariés et on leur demande quelle note ils mettraient entre 0 et 10 sur enfin, comment ils évalueraient leur qualité de vie au travail. Et en fait, la moyenne se trouve à 6,8 et c'est une moyenne qui a énormément augmenté. Là, j'ai les données depuis 2012. Donc, on était à 6,3 en 2012. Donc, ça augmente doucement, mais sûrement. Ce qui augmente surtout, c'est en fait les salariés qui donnent une note entre 8 et 10. Et en fait, on a 44% des salariés qui donnent une note QVT entre 8 et 10. Donc ça, c'est quand même bon signe. C'est que ça bat des records. En fait, en 12 ans, on n'a jamais eu une perception à ce niveau-là. Une autre chose que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, on creuse plusieurs notions pour parler QVT, et une de celles qu'on interroge notamment, c'est le soutien managérial. Et on a globalement 72% qui disent pouvoir compter sur leur supérieur hiérarchique en cas de besoin. Ça, c'est une donnée qui progresse aussi lentement. Et là où c'est un tout petit peu moins réjouissant, c'est que ceux qui disent un oui tout à fait, ils ne sont plus que 1 sur 4. Voilà. Donc attention aussi quand on lit des indicateurs, c'est quand même intéressant de regarder dans le détail ce qu'ils veulent nous dire.
Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que quand on demande aux salariés s'ils ont le sentiment d'être intégrés dans l'entreprise et d'être soutenus par les collègues, bah là encore, on voit que ce sont deux indicateurs qui ont progressé sur les 15 dernières années. On a 87% de salariés qui se disent super bien intégrés et on en a 3 sur 4 qui disent même pouvoir recevoir de l'aide de leurs collègues dans l'exercice de leurs tâches et de leur métier. Donc ça, ce sont aussi des signes qui sont intéressants. Alors après, tout n'est pas rose hein, non plus, parce que quand on parle de QVT, on aborde aussi la notion d'autonomie des salariés. Et là, on voit que c'est une donnée qui régresse de façon assez vertigineuse. Aujourd'hui, seuls 21% des salariés disent qu'ils ont la possibilité de prendre des décisions dans leur travail. C'est une donnée qui était de l'ordre de 29% il y a une douzaine d'années, donc il reste 21% de salariés. En parallèle de ça, on a 56% des salariés qui disent pouvoir être contrôlés à tout moment dans leur travail, là où il y a une quinzaine d'années, on était à peine à 50%. C'était déjà énorme. Hein. Donc, c'est une perte d'autonomie qui est ressentie à la fois fortement par la salariée, mais qui n'épargne pas non plus les managers qui sont dans le même constat. Conséquence peut-être de ce manque d'autonomie, c'est certainement pas la seule raison. Hein. Les salariés font montre de certains signes de désengagement. On a 30% d'entre eux qui, par exemple, nous disent qu'ils sont présents au travail, mais qu'ils sont peu investis dans leurs tâches. Et à côté de ça, on a 39%, ce qui est 4 salariés sur 10, c'est assez phénoménal, qui disent qu'ils ne sont pas malades, mais qui prendraient bien un arrêt de travail. Voilà comment on a mesuré, entre autres, le désengagement. Et puis, pour conclure, Vincent, je voulais partager alors 2 camemberts que vous ne voyez pas, mais on fera en sorte en fait de vous mettre le support d'une façon ou d'une autre. En fait, quand on parle de santé au travail, on est d'accord tous les deux qu'on parle à la fois de santé physique et de santé mentale et que ces 2 choses-là sont indissociables. Hein. Et dans le baromètre Malakoff Humanis 2024, eh bien, on a que 6 salariés sur 10 qui nous disent que leur entreprise protège bien leur santé physique. Là où on a, c'est un petit peu moins important, 57% seulement qui ont le sentiment que leur entreprise protège leur santé mentale. Alors, tout de suite, j'aimerais que tu nous dises à quelle notion ça fait appel, et puis que tu nous rappelles un petit peu le cadre réglementaire de la protection de la santé physique et mentale. Écoute, je vais le faire de suite et je viens de recevoir le slide, donc je pense qu'on va pas le… Non, on arrive au bout, c'est pas grave. C'était les distances Paris-Marseille. Alors, premièrement, quel est le cadre de référence? Si on prend déjà ça, le cadre de référence, il a été super bien défini en 2002 en France dans le Code du travail. En 2002, il y a l'article que je pense vous connaissez tous, hein, qui est l'article L4121-1 du Code du travail, qui précise, c'est là que la précision a été apportée, que l'employeur doit protéger la santé, enfin l'employeur protège la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça, c'est le cadre de référence. Après, il y a une déclinaison assez forte de ce cadre dans des prescriptions beaucoup plus précises, mais je pense que c'est celui qu'il faut qu'on ait en point d'appui sur toutes nos réflexions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Code du travail, écrivant cela, l'employeur protège la santé physique et mentale, il institue 2 choses. Il institue une indissociabilité, c'est pas protège la santé physique ou mentale, et en ça, il s'appuie sur les définitions préalables qui étaient celles portées par l'OMS et l'OIT. Mais la deuxième chose qu'il institue, c'est une voie de conséquence, hein, c'est qu'il institue une égalité de traitement. Donc, il y a indissociabilité, la santé physique et mentale, comme devant être protégée, et donc, il doit y avoir une égalité de traitement de tout ce qui est affecté à la santé physique et mentale des travailleurs. Donc voilà, ça, c'est pour ne pas être trop long, puis pouvoir accueillir beaucoup de questions s'il y en a, hein, mais ça, c'est le cadre de référence.
Ce qu'il faudrait, ce serait, je pense qu'on aurait fait un énorme pas en avant, c'est bien comprendre de quoi on parle quand on parle de cette indissociabilité de la santé physique et mentale. Donc, c'est un autre point sur lequel je vais me permettre juste d'appuyer nos échanges, quoi. Bien sûr. Quand on dit que c'est indissociable, ça dit beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire, eh bien, il faut qu'il fasse des mesures de protection de la santé physique, d'un côté, et de la même façon, qu'ils prennent en charge des mesures de protection de la santé mentale. Parce que là, si on comprend ça comme ça, on se dit qu'il faut cocher une case et en cocher une autre pour que l'objectif soit atteint. En fin de compte, conceptuellement, il n'y a pas d'atteinte à la santé des personnes qui ne soit que physique. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'atteinte à la santé des personnes qui ne soit que mentale. Ce n'est pas vrai. Alors, je ne veux pas qu'on passe, à moins qu'on s'interpelle là-dessus, quoi, mais tout le temps qui nous est donné à faire la démonstration, en fin de compte, de tout ça, parce que c'est quand même très, c'est très facile à partager comme constat, mais on sait tous, en fin de compte, qu'une blessure n'est jamais que physique, et on sait tous qu'une blessure n'est jamais que mentale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que souvent, on dit, oui, les employeurs font beaucoup de choses pour protéger la santé physique, mais ils font rien pour protéger la santé mentale. Et en fait, cette affirmation-là relève d'une confusion. Quand un employeur, je prends cet exemple-là, hein, quand un employeur s'assure qu'il n'y a pas dans son atelier de produits cancérogènes, par exemple, il ne fait pas que protéger la santé physique de ces personnes, même si le cancer, c'est une maladie qu'ils peuvent attraper et qui, en première instance, sera détectée physiquement, quoi. Mais tout le monde sait que les personnes qui ont peur de contracter un cancer ou qui vont contracter un cancer vont avoir leur santé mentale affectée par la présence de ce risque ou par le fait que la maladie s'est installée chez eux. Donc, il n'y a pas de cancer qui ne soit que physique. Donc, prévenir les cancers, c'est prévenir les atteintes à la santé physique et mentale. Physique par l'exercice direct de l'agent cancérogène et mentale par l'appréhension de pouvoir contracter cette maladie ou par la peur et des conséquences de cette maladie sur sa vie et puis sur son espérance de vie et puis par l'impact terrible que ça va générer sur ses équilibres personnels et sociaux. Donc voilà, juste pour se le dire comme ça, aucun employeur ne fait que de la prévention des risques physiques. Les employeurs font de la prévention des risques. Et à chaque fois qu'ils préviennent une blessure, ils auront à chaque fois élevé le niveau de protection de la santé physique et mentale. Le problème, c'est que certaines blessures ne se détectent pas aussi facilement que les autres pour les composantes physiques et psychiques qui les composent indissociablement. Donc un cancer, ça se détecte. Voilà, je reste sur cet exemple. Il y a des analyses qui se font, enfin on connaît tous ça. Et cette détection-là permet de mettre en valeur qu'il y a une atteinte à la santé qui sera physique et mentale. Par contre, si vous avez des salariés qui, par exemple, sont dans des états, j'en prends un, de stress post-traumatique, là, vous êtes beaucoup plus pauvre de la détection de cette atteinte par un seul constat physique. Une coupure, ça se voit physiquement tout de suite. Donc, on sait qu'on va se faire mal et ce sera toujours physique et mental. Mais par exemple, ou un syndrome d'anxiété chronique, quoi, par exemple, voilà, ces syndromes-là, vous voyez, la présence, la caractérisation de cette atteinte pour la part physique qui la compose elle aussi, se fait moins facilement, quoi. Donc, pour aller ensemble là-dessus, ça veut dire que le seul regard sur les atteintes à la santé physique ne suffit pas pour s'assurer que la santé des salariés ait un niveau de protection le plus élevé possible. Donc, il faut porter son regard sur des atteintes à la santé mentale qui se caractériseraient par elles-mêmes en premier lieu du fait du travail. Et si j'en donne une par là tout de suite, c'est ce qu'on disait par exemple tout de suite, c'est que l'anxiété professionnelle qui peut venir voilà, de sa charge de travail, par exemple, et qui peut être le préalable à un syndrome d'épuisement professionnel, voilà, ça, vous ne le capturerez pas par une atteinte première à la santé physique qui se caractérisera facilement puis qui permettra de dire il y a un sujet, quoi. Donc, il faut élargir le spectre. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? C'est quand même un élément important à se partager ensemble, c'est que la santé est indissociable dans les composants physiques et mentales ou psychiques qui la composent, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour répondre au cadre, quoi. Alors, si je fais juste après, parce que la deuxième question, Marianne, c'était comment est-ce qu'on engage
La question que j'ai envie de te poser, c'est que donc là, on voit bien que c'est facile de caractériser une atteinte physique, ça l'est moins, en tout cas, pour caractériser une atteinte mentale. Et là, on est quand même, tu nous parlais, tu nous as donné d'exemples de risques avérés. J'ai envie de dire, où on arrive, voilà, la personne est déjà atteinte. Comment on fait? Parce que là, on est dans un MOOC dédié aux managers, on veut leur donner des billes pour manager en santé. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour un manager de faire en sorte de protéger la santé physique et mentale, et surtout mentale, j'ai envie de dire, des collaborateurs qui l'encadrent? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais reprendre ce que tu viens de dire, Marianne. Je ne suis pas si certain que ce soit aussi difficile que ça de caractériser les atteintes à la santé mentale par rapport aux atteintes à la santé physique. Je prends un exemple simple. Ce n'est pas évident pour un manager de détecter les atteintes à la santé physique pour ce qui compose le premier type d'accident du travail et le premier type de maladie professionnelle que sont les manutentions manuelles. Ce n'est pas simple pour un manager de caractériser un canal carpien. Si ce n'est trop tard, une fois qu'il est survenu et que la personne en a fait cas. C'est pas simple. Voilà, il y a beaucoup d'autres risques qu'on peut appeler des risques physiques, qui sont pas simples à détecter. Les risques liés, par exemple, à la surdité professionnelle, c'est pas simple. Puis après, les risques liés aux produits chimiques, tout n'est pas simple sous prétexte que ce soit physique. Par contre, je vais faire exprès de faire une démonstration inverse. C'est simple de détecter quand un salarié vient s'effondrer en pleurs auprès de son manager, s'effondrer en pleurs auprès de son préventeur, de son référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, s'effondrer en pleurs auprès de son médecin du travail. Vous voyez, quand je prends ces exemples-là, c'est très simple de détecter qu'il y a une souffrance psychique qui affecte cette personne-là. Donc, en gros, on a, et c'est très souvent en entreprise, des gens qui vous disent, quand vous enquêtez par exemple sur des cas de burn-out ou sur des cas de harcèlement-discrimination, qui viennent vous dire, on savait que ça se passait. On avait déjà entendu cette personne, quand elle a osé le faire, au moins dans des cercles de confiance, exprimer le mal-être qui était le sien, qu'elle attribuait à des causes professionnelles, et on avait même peut-être déjà entendu, moi qui ai beaucoup travaillé aussi dans la restauration, l'insulte d'un client vers un salarié, ça s'entend, ça se voit. Donc, c'est assez simple à caractériser. Il n'y a pas d'insulte qui ne blesse pas. Après, ça blesse plus ou moins profondément, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Tout comme il n'y a pas de coups de couteau qui ne blessent pas et ils peuvent blesser plus ou moins profondément, quoi. Donc, on se fait tout un monde de la caractérisation des atteintes à la santé mentale. Il y en a des évidentes à prendre en compte qui ne sont pas prises en compte, au même titre que des atteintes évidentes à la santé physique. Et ça, c'est un sujet. Et ensuite, tout comme la santé physique, il y a des atteintes à la santé mentale qui sont plus complexes à établir, même si aujourd'hui, on a beaucoup de ressources scientifiques qui permettent d'aller les caractériser, quoi. Donc, juste pour se dire ça comme ça, c'est aussi un espèce de faux ami. La santé physique, c'est facile à détecter, la santé mentale, c'est difficile. Ben non, c'est pas vrai. C'est juste, c'est pas qu'un problème de détection, c'est beaucoup un problème de traitement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là? Donc maintenant, ta question, Marianne, c'était un manager, comment il fait pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs? Déjà, on va dire ça comme ça, pour un manager, il est important qu'il comprenne qu'il fait partie de cette chaîne hiérarchique de responsabilité issue de l'employeur, portée par cet article-là, que de protéger la santé physique et mentale de ses équipes. C'est-à-dire que, pour le dire comme ça, ce n'est pas un supplément d'âme managérial que de se dire je vais me mettre à tout faire pour que les salariés de mon équipe ne soient pas atteints dans leur santé physique et mentale. Ce n'est pas un supplément d'âme. Je vais vous dire comme ça, pour le dire comme ça fait partie de la fonction. Mais pour autant, salarié que le manager est aussi, il doit non seulement s'assurer que son équipe n'est pas soumise à ça, autant que ce qu'il le pourra, mais il doit aussi en bénéficier pour le salarié qu'il est et que l'entreprise embauche, quoi. Donc, il y a ce double positionnement d'une attitude à recevoir et d'une attitude à produire. Et on sait tous que moins on reçoit d'attitudes, même s'il faut le faire, moins on est apte à les produire. Donc, qu'est-ce que doit faire un manager? À part, pas à part, mais une fois que ce constat est posé, en fin de compte que cette obligation d'agir est posée, eh bien, c'est partir à l'écoute de tous les signes, non pas de souffrance de son équipe, mais de tous les signes qui révéleraient des difficultés pour son équipe à bien faire et bien vivre son travail. Et pourquoi je dis ça? Parce que
Si on ne fait que regarder les indicateurs liés aux atteintes, aux affections à la santé physique et mentale, alors on sait tous qu'on va se retrouver dans l'après du risque, c'est-à-dire dans la blessure, quoi. Donc, on quitte des champs de prévention pour être dans des champs de réparation qui peuvent amener de la prévention derrière, mais avec des personnes qui en auraient souffert, quoi. Donc, c'est la capacité à être à l'écoute de son équipe sur la façon dont elle fait son travail et dont elle vit son travail. Parce que ce sont deux choses qui sont quand même hyper complémentaires et qui ne sont pas évidentes. Qui ne sont pas identiques en l'état. Être à l'écoute. Et ça, écoute, il faut vouloir le faire. Donc, vouloir le faire, ça veut dire comprendre que ça fait partie du job. Il faut savoir le faire. Bah, ce n'est pas toujours évident de se retrouver dans un management à l'écoute de salariés qui vous disent bah, moi, j'ai trop de travail. Je prends un exemple, vous voyez, d'un sujet qui a déserté en fait les entreprises, qui est majeur aujourd'hui, qui ne se voit pas. C'est le sujet de la charge de travail, par exemple. C'est un sujet qu'on traite souvent en remettant aux personnes le problème dont elles parlent, en disant si tu me dis que tu as beaucoup de charges, c'est peut-être que tu t'organises mal. Donc, on retourne vers la personne l'expression du problème qu'elle manifeste, quoi. Donc non, c'est de savoir le faire, c'est-à-dire de savoir, être capable de pouvoir accueillir cette expression de salariés qui font mal ou vivent mal leur travail, qui n'arrivent pas à bien le faire et bien le vivre, pour pouvoir leur apporter des réponses. Et une fois qu'on est ici, il nous manque une troisième condition pour que le manager soit au rendez-vous de cette obligation-là, c'est qu'il veuille le faire, on l'a vu, c'est qu'il sache le faire. Voilà. Et ça, si ce n'est pas naturel, parce que c'est souvent déjà pour beaucoup de gens naturel, il reste juste à leur donner un cadre pour que ça s'exprime. Pour d'autres personnes, écouter les travailleurs qui sont dans son équipe, c'est pas simple. Donc ça peut s'apprendre. La troisième condition, et celle-ci aussi, c'est souvent celle qui est absente des débats, il faut qu'il puisse le faire. Savoir, vouloir, pouvoir. Et ce qu'on peut souvent constater, c'est qu'on a tellement de managers qui veulent que leur équipe vive bien et fasse bien leur boulot. C'est qu'on a tellement de managers qui sauraient faire ça, à quelques exceptions près, mais avec déjà un bagage qui permettrait d'apporter du mieux. Mais ils ne le font pas. Elles ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et les deux contraintes les plus souvent rencontrées qui les empêchent de le faire, de pouvoir faire, c'est soit qu'ils n'ont pas le temps pour le faire. Parce que quand on écoute quelqu'un, on se met en disponibilité de cette personne. Et quand on a un manager qui a un agenda booké du matin au soir, tellement fort qu'il va même se remettre ou elle va même se remettre à bosser le soir, le week-end pendant ses congés pour finir sa charge, elle ne pourra pas prendre le temps nécessaire pour que cette expression du travail se produise. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que ce temps nécessaire pour le manager et ce temps nécessaire pour le salarié et les salariés qui vont être rencontrés, eh bien, ce sera au détriment du reste, Et quand il n'y a pas d'espace dans le reste pour le produire, eh bien, à la limite, j'allais vous dire, mieux vaut pas le faire, parce que ça va être une charge en plus pour des résultats en moins sur la santé des personnes. Donc, le premier verrou qu'il faut faire sauter, c'est leur donner les moyens de le faire, pouvoir faire. Et le deuxième pouvoir faire qui leur manque le plus souvent, c'est pouvoir produire des réponses, c'est-à-dire avoir la main sur les problèmes qui s'expriment du terrain pour chercher avec les personnes les solutions qui vont les régler. Et quand des personnes, je reste sur cet exemple-là, sont par exemple sur des questions de charge de travail, on a de plus en plus de managers qui n'ont pas la main pour pouvoir réguler, par exemple, les objectifs de travail qui sont donnés aux personnes, ou la nature des ressources et des moyens qui leur sont donnés, Et quand on est pauvre de moyens, démuni d'eux, eh bien, on hésite encore plus à s'engager dans une démarche d'écoute dont on sait qu'on sera défaillant sur les réponses à apporter. Et lancer une démarche d'écoute sans apporter des réponses, c'est pire que de ne rien faire. Ça va générer encore plus de rupture de sens, de rupture, tu en as beaucoup parlé, Maria, d'engagement, et ça va créer du silence. C'est-à-dire que les équipes vont comprendre que leur manager n'est plus en capacité de régler les problèmes, mis à part les extrêmes urgences, qui mettent souvent le client aussi en difficulté, régler les problèmes qui sont les leurs, Donc, ils font avec. Et c'est là qu'on retrouve, sachant que ce n'est pas le cas dans toutes les équipes, mais c'est là malgré tout qu'on retrouve, dans le sondage dont tu as parlé, Marianne, cette fameuse statistique qui parle de salariés qui pensent même aujourd'hui poser un arrêt de travail, Donc, c'est-à-dire aller chercher des ressources qui sont palliatives,
à ce que l'entreprise n'arrive plus à faire pour réguler leurs conditions de vivre et de faire leur travail. Donc voilà, si je fais bon, je ne sais pas si c'est simple, mais si j'essaie de répondre à cette question-là, que doit faire un manager? Voilà ce qu'il doit faire et voilà surtout les conditions pour le faire, quoi. Donc, dans ce que tu viens de dire, ça m'amène à deux réflexions. La première, je vous ai partagé en fait la perte d'autonomie des salariés et les managers qui ne sont pas épargnés. Donc, on est d'accord, si les managers doivent écouter leurs collaborateurs et bâtir avec eux des solutions qui fonctionnent pour qu'ils arrivent à mieux faire leur travail, il faut qu'ils retrouvent des marges de manœuvre, il faut qu'ils retrouvent de l'autonomie. Là, on est d'accord. Donc là, cet indicateur, il va falloir qu'il se redresse d'une manière ou d'une autre, parce que là, on va dans le mur. Ça, c'est un premier Mais constat. il est, Et il est puis la alarmant. deuxième chose, Il il est est alarmant. alarmant. Eh ouais. La deuxième chose que ça m'évoque, je t'entendais, pour finalement pouvoir réussir à faire ça, il faudrait que les managers soient quasiment tout le temps au cœur de leurs équipes, donc une espèce de, de management nomade où ils peuvent saisir en fait presque le travail sur le vif. Et du coup, je me disais, comment, avec le télétravail et le travail hybride aujourd'hui, donc qui fait partie quasiment à tous de notre quotidien, on arrive en tant que manager à capter les signaux que quelqu'un va pas bien. Est-ce que du coup, c'est aussi facile que ça quand on est à distance avec ses équipes? Ce que je peux dire, Marianne, toujours pareil, c'est on a des managers qui ne sont pas au cœur de leur équipe alors qu'elles sont dans la porte qui est juste en face d'eux, dans l'open space, ou au Mmh. milieu de leur open space, eux aussi, quoi. Je pense que le télétravail rajoute une difficulté d'accès, ça c'est sûr, mais il ne faut pas croire que la seule présence physique permettait en l'état, et d'ailleurs c'est pas ce c'est pas ce qu'on constatait, d'être au plus près de leur travail réel, pour le dire comme ça. Donc oui, le télétravail rajoute une distance qui permet moins facilement d'aller à la rencontre de ce travail réel. Cependant, je ne pense pas qu'il faille toujours être au cœur de l'activité pour pouvoir l'améliorer, la réalité de ces situations de travail quand elles en ont besoin. Je ne crois pas. Par contre, je pense que ça ne se fera pas du tout si ça ne s'organise pas autour d'un projet d'entreprise qui se donnera les moyens de cette expression qui doit être à la fois individuelle et collective. Individuelle dans une rencontre spécifique entre le manager et son manager, pour que ces questions-là, qui ne sont pas toujours évidentes, la question de comment tu fais ton travail et comment tu vis ton travail, il ne faut pas croire que c'est une question évidente. Non pas forcément que à poser, mais aussi à répondre, quoi. Donc, encore moins quand j'ai tous mes collègues autour de la table et puis que je trouve, par exemple, qu'il y a une atmosphère toxique dans mon équipe ou sexiste dans mon équipe, quoi. Si je l'exprime, c'est déjà un grand si, ce sera encore moins, puisque c'est difficile, face aux autres, quoi. Donc, premièrement, il faut un débat, donc un échange, un temps de rencontre individuel consacré à ça, et non pas en fin d'un entretien annuel où on dise au fait ça va chez toi ou dans ton boulot. Et deuxièmement, il faut des espaces collectifs de recherche de solutions face aux problématiques qui auront été remontées et qui auront été triées. Et ça, qu'on soit en télétravail ou en présentiel, si la décision, si le projet de l'entreprise qui veut que ça se réalise dans les actes et pas que dans les intentions, se l'inscrit et s'exemplarise dans les moyens, dans les attitudes nécessaires pour que ça marche du plus haut de l'entreprise au plus bas, elle y arrivera. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais ça ne se sous-traitera pas comme ça, comme une tâche annexe. Vous savez, comme on dit des fois en best effort, quoi. Au fait, écoute-les, puis au fait, trouver des solutions ensemble. Quand, un, il n'en a pas les moyens, télétravail ou pas, et deux, ça c'est important qu'on en parle, quand il n'en bénéficie pas lui-même pour le manager qu'il est, avec les contraintes qui sont les siennes, quoi. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Marianne, avec peut-être parfois cette expression pour lui-même du manque de l'attitude décisionnelle qu'il a en tant que manager, quoi, qui lui permettrait de mieux faire vivre le travail à ses équipes, quoi. Donc voilà, le travail n'est pas la barrière infranchissable de cette dynamique participative de contribution collective à l'amélioration des conditions de vie au travail. C'est une barrière et il y en a beaucoup d'autres. Parfois, la culture est supérieure en termes de barrière à la distance d'entreprise. Donc voilà, ce n'est pas infranchissable, mais ça s'organise. Et tu sais, moi, ce que j'ai appris en entreprise, c'est quand le dirigeant engage une démarche stratégique qui conditionne le développement de son entreprise, il est rare qu'il passe totalement à côté. Donc, si c'est une décision prise par le dirigeant pour
engager le développement stratégique de sa boîte, sa compétitivité, il y arrivera, télétravail ou pas. Ok. Vincent, juste un petit retour arrière. Tu as écrit l'an passé un livre dont le titre est La QVT, en finir avec les conneries. Qu'est-ce qui tourne pas rond selon toi et qu'est-ce qu'on peut faire à hauteur d'hommes, de femmes, là, dans les entreprises pour essayer de reprendre le bon chemin? S'il fallait juste faire une chose, un petit pas, qu'est-ce qui fait que, allez, on se remettrait sur les rails? En fait, je pense que c'est ce que je viens de dire, Marianne. C'est qu'on arrive Ok. à inclure dans la vision du dirigeant que sa boîte, et tout le monde sait que c'est vrai, hein, il y a tellement d'articles qui l'ont démontré, que sa boîte, dont son obsession dirigeant qu'il est de la développer pour une raison ou une autre, c'est de faire en sorte d'intégrer dans la vision de sa performance qu'il a un gisement de performance à récupérer en mettant en œuvre une démarche d'écoute des travailleurs, managers inclus, sur la façon dont ils font et vivent leur travail pour l'améliorer en continu. Pas la démarche du grand soir où on va tout régler du jour au lendemain, quoi. Une démarche incluse, voilà, ancrée dans le management de la performance des équipes. Si tu me demandes une chose à faire, tu vois, c'est-à-dire une condition. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'expression des dirigeants s'orientera vers ce besoin-là de cette façon-là, ils l'obtiendront. Et moi, je crois beaucoup que la fonction fait l'organe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette expression de besoin, mais ce besoin-là, quoi, sera porté par la direction des entreprises, alors il y a tellement de préventeurs. Il y en a sûrement autour de la table peut-être, ou enfin de l'écran peut-être, mais il y a tellement de préventeurs qui sauront y répondre. Aujourd'hui, on a l'engagement du dirigeant, je pense celui-là, hein, l'engagement du dirigeant, c'est depuis les années 90 qu'il a été statué par toutes les grandes institutions en tête de liste INRS, quoi. Donc, en gros, on a un tas de gens qui seraient à même de répondre à cette expression de besoin si elle se manifestait. Donc, il y a beaucoup d'autres conditions, hein, pour ça. Mais la première que je citerais, ce serait celle-là, quoi. Ce serait de rentrer dans le logiciel de la performance. Parce que tout ce qui est rentré dans le logiciel de la performance des entreprises a donné lieu à des actes plus ou moins réussis, plus ou moins accomplis, ok, mais ne s'est pas traduit par aussi peu que ce qu'on peut constater sur nos sujets parfois, quoi. Juste avant qu'on prenne les questions des auditeurs que moi je ne vois pas, donc je sais qu'Hélène nous a rejoint. Si Hélène, à un moment, tu peux nous pousser les questions pour éviter que Vincent se fasse et les questions et les réponses, ce serait chouette. Je voulais juste, alors je peux pas vous la partager du coup la planche parce que j'ai pas malheureusement la main sur les slides, mais moi j'ai sous les yeux deux courbes qui montrent en fait la corrélation. Salut Hélène, qui montre la corrélation entre la QVT et l'engagement, où on voit que les deux sont liés, c'est-à-dire que ceux qui mettent une très bonne note en matière de QVT, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, sont aussi ceux qui mettent une très bonne note à leur engagement. Et de l'autre côté, un lien fort entre la QVT et l'absentéisme, où on voit que ceux qui ont la moins bonne QVT, encore une fois, mettent une mauvaise note à la QVT, sont aussi ceux qui sont le plus absents. Alors, ça paraît peut-être être une évidence, mais pour autant, on voit bien que l'engagement comme l'absentéisme, ce sont deux leviers ou deux freins, en tout cas, à la performance de l'entreprise. Donc, l'engagement qui est un levier et l'absentéisme qui est un frein. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais, c'est qu'on essaye de débattre un peu de tout ça ensemble, parce qu'on parle de QVT et on met ça en fait sur un petit peu au bord des COMEX comme étant un sujet en plus. Et pour autant, tu l'as dit, c'est le cœur de leur performance. Donc, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous avez, vous tous, comme réflexion sur ce sujet du lien entre la performance, la QVT, l'engagement, la QVT? Est-ce que vous avez des questions à nous poser à ce sujet? Est-ce que vous avez des réflexions dans le fil de discussion à ce sujet? Et nous allons saluer Hélène, qui peut-être va nous prendre Je suis là et en fait, alors pour le moment, je n'ai pas de questions dans le forum. Bonjour à tous déjà. Je n'ai pas de questions pour le moment. Alors on a un témoignage
On a un témoignage d'Isabelle qui parle d'un article qu'elle, je pense, a lu ce matin, qui parle de travail sur l'absentéisme dans l'hôpital public. Alors effectivement, je l'ai pas lu, pardon, excusez-moi, je l'ai pas lu, c'est notre documentaliste, pardon, hein, qui nous a envoyé et je trouve que ça correspond complètement à l'approche, enfin, aux apports d'aujourd'hui en fait. Et je me dis, tiens, ça tombe à point nommé, comme quoi l'hôpital souffre, tout le monde en parle, mais visiblement l'hôpital souffre tellement qu'il y a énormément d'arrêts de travail et que c'est un des secteurs où il y en aurait le plus aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je m'étais permise, hein. Pardonnez-moi. Mais c'est très bien. Non, c'est très bien, au contraire. C'est gentil. Et en effet, alors on va pas parler forcément que d'absentéisme aujourd'hui, mais en effet, Malakoff Humanis fait aussi un baromètre absentéisme qui révèle en effet dans les secteurs d'activité que le secteur de la santé est celui qui est le plus touché par l'absentéisme. Donc si on revient à nos histoires de QVT, Hélène, dis-moi. Alors, à nous, des histoires de QVT. On a une question de Karine qui demande s'il était possible de partager un questionnaire de type mesure de la QVT de façon objective. Alors, la réponse est oui, et elle nécessite cette distinction. Donc, merci Karine, ça permet de la faire. Il y a une confusion, en fin de compte, vous savez, on dit bien comprendre pour bien agir, quoi. Il y a une énorme confusion qui règne autour de ces termes de amélioration des conditions de travail, prévention des risques professionnels, santé au travail, risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Il y a une foire d'approximation qui vient embrumer tous ces contextes. Et donc, si on ne sait pas ce qu'on cherche, vous allez vous retrouver avec des questionnaires qui vont dans tous les sens. Donc, parce que ça nécessiterait plus de temps, quoi, mais pour pas rentrer dans la distinction qui est très claire, hein, une fois qu'on les a compris, on les perd pas, de tous ces termes entre eux, pour répondre à cette question, il nous faut définir ce qu'est la qualité de vie au travail et ensuite voir quel questionnaire il peut être produit. Je vais vous introduire, si vous voulez bien, juste parmi tous ces concepts-là, une distinction entre les deux, puisque c'est les deux dont on a parlé avec Marianne jusqu'ici. La distinction entre la santé au travail et la qualité de vie au travail. La santé au travail, on l'a définie ensemble, c'est le bien-être physique, mental et social. C'est la santé physique et mentale, ainsi résumée, le bien-être physique, mental et social des salariés, des travailleurs, pris dans leur globalité. Donc, 3 dimensions, physique, mentale et sociale. Donc, en gros, la santé au travail, ça se dit comme ça, c'est donc un état de santé qu'il convient de faire appliquer à son entreprise pour savoir si les travailleurs ont leur santé physique et mentale affectée. Cet état de santé doit être statué par des professionnels de santé. Voilà, c'est ça la santé au travail. C'est un indicateur de résultat de la plus ou moins grande atteinte à la santé physique et mentale des travailleurs, produit par des professionnels de santé. Donc ça, voilà, c'est la santé au travail. La qualité de vie au travail, c'est quoi ? Ça a été un sujet qui a été très mal défini depuis son introduction dans la sphère publique par l'accord national interprofessionnel de 2013 jusqu'à encore aujourd'hui. Et même dans sa déclinaison orthographique, qualité de vie et des conditions de travail, le flou demeure. Eh bien, la qualité de vie au travail, voici quelle distinction est là. C'est la perception que les salariés ont de leurs conditions de vie au travail, prises dans toutes ces dimensions. Et on peut dire qu'il y a 4 grandes dimensions à toute situation de travail. Tout salarié dans une situation de travail, qu'il soit tertiaire, secondaire, dans le médico-social ou dans le commerce, peu importe. Voilà. Il a 4 grandes dimensions à sa situation de travail. Il a sa dimension technique, les outils, les produits, les locaux dans le poste. Il a sa dimension organisationnelle, la charge de travail qu'on lui donne, la planification, l'entraide, ça fait partie de l'organisation du travail. 3e dimension, il a sa dimension relationnelle, les relations qu'il établit avec les clients, avec ses pairs, avec sa hiérarchie. Et 4e dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension conjoncturelle, c'est la façon dont le salarié appréhende, se projette dans l'entreprise et son évolution. Si on les donne vite fait comme ça. Donc, dimension technique, organisationnelle, relationnelle, conjoncturelle. Et si ces 4 dimensions-là, si vous écoutez ce que les salariés ont à vous dire sur la façon dont ils perçoivent leur environnement technique, organisationnel, relationnel, conjoncturel,
au regard de ce qu'ils en attendent, eh bien, vous mettez en place un questionnaire d'évaluation de leur qualité de vie au travail. Et donc, vous voyez, la QVT, ce n'est pas la santé au travail. Et on peut améliorer la qualité de vie au travail en diminuant la santé au travail et vice-versa. Je vous donne un exemple simple. Si vous comprenez donc que la QVT, je vais le dire comme ça pour aller plus vite, c'est le plus haut niveau de satisfaction des salariés sur la façon dont ils font et vivent leur travail. C'est une satisfaction, c'est un indice de satisfaction. Bien, le jour où vous dites aux salariés, aujourd'hui, on va porter un équipement de protection, que ce soit un casque sur un chantier pour tout le monde, ou que ce soit un masque pour tout le monde, vous protégez leur santé, donc vous améliorez le niveau de maîtrise de leur santé au travail, mais vous dégradez leur satisfaction parce que ça va tous les emmerder. Donc, vous voyez, ils vont se retrouver insatisfaits par cette mesure-là. Donc, vous pouvez augmenter la santé au travail en diminuant la qualité du travail et vice-versa, en faisant l'inverse, par exemple, en soulageant une contrainte qui pèse, par exemple, des trajets qui pourraient se faire à toute vitesse et non pas dans le respect des limites du code de la route. Si vous faites ça, les gens vont être, pour beaucoup, super contents de pouvoir rentrer plus vite ou pouvoir se déplacer plus vite. Je pense aux livreurs en particulier. Mais il n'empêche que là, vous allez dégrader leur santé. Donc, vous voyez, la santé, ce n'est pas la QVT. Donc, il est possible de créer des questionnaires de qualité de vie au travail qui sont tout à fait cohérents avec ce concept-là. Si vous allez demander aux salariés s'ils sont satisfaits d'eux. Et cette satisfaction ou insatisfaction, ce qui compte, c'est plus, d'une part, d'envoyer un bon questionnaire, mais plus encore, c'est d'y apporter des réponses. Et pour les insatisfactions qui se manifesteraient, je ne suis pas content de mon bureau, je ne suis pas content de mon télétravail, je ne suis pas content de ma charge de travail, je ne suis pas content de mes relations ou je ne suis pas content de mon projet dans l'entreprise, pour X raisons, eh bien, ce qui compte, c'est de donner des réponses. Et répondre, ce n'est pas se soumettre aux desiderata des personnes. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que celui ou celle qui dirait moi je ne suis pas content de ma boîte parce qu'elle n'autorise pas le full télétravail, vous voyez, par exemple, et ça génère beaucoup d'insatisfaction chez moi parce que j'habite loin, parce que j'ai dû, et que l'entreprise a émis une règle qui est 3 jours par semaine sur place, vous voyez, par exemple. Vous voyez, ce qui compte, c'est de répondre à cette personne en lui disant on comprend, mais ça va rester comme ça. Par contre, ce qui fait que tu n'aimes pas ça, par exemple, que ce soit des questions de transport, que ce soit… Vous avez vu, là, il y a une entreprise, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des entreprises, c'est sorti ce matin, je crois, dans Le Monde, là, qui se mettent à offrir des jours de congés supplémentaires pour les salariés qui utiliseraient des moyens de déplacement durables et qui seraient peut-être moins immédiats. Donc, vous voyez, il y a toujours des façons possibles de pouvoir aménager l'insatisfaction en apportant un bout de réponse quand on le trouve. Donc, voilà comment mettre en œuvre un questionnaire de QVT en sachant ce qu'on va aller sonder et surtout en se posant la question de savoir comment on reboucle avec les réponses à donner, toute réponse n'étant pas oui. Alors, on a une deuxième question de Barbara qui nous demande si en fait les questionnaires posés par un logiciel de mesure, ce que vous pensez de questionnaires posés par un logiciel pour mesurer la QVT. Et qui nous explique que dans son organisation, la QVT est mesurée tous les 5 ans à travers un logiciel, donc ce type de logiciel standard, et que en appréciation, les retours ne sont pas forcément, ne reflètent pas forcément la réalité. Moi, j'ai aucun souci avec le moyen, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit par des questionnaires papier, par des applications, par des Google Forms faits en interne. Ce qui compte, c'est qu'ils visent à véritablement cibler les 4 sphères de cette situation, des situations de travail. Ça, c'est le point numéro 1. Puis qui donne les garanties nécessaires aux salariés pour pouvoir bien le renseigner. Donc, voilà. Ce questionnaire-là, par une appli ou pas, quel que soit son rythme, 5 ans, ça fait long quand même, mais voilà, c'est toujours un questionnaire qui existe par rapport à tous ceux qui ne font pas, pour le dire autrement. Mais là où je voudrais qu'on puisse se mettre d'accord ensemble, c'est qu'en rien, ça ne doit être substitutif à non pas l'option donnée aux entreprises d'aller sonder la QVT de leurs salariés, c'est optionnel, à l'obligation d'aller protéger leur santé physique et mentale, qui ne peut pas se faire sans aller écouter les travailleurs. Et ça, si on peut juste, tu vois, on peut vraiment vite le démontrer. Pourquoi c'est une obligation d'aller écouter ces travailleurs, managers inclus, vraiment, j'insiste à chaque fois là-dessus. C'est une obligation, pourquoi? Parce que si vous vous dites, eh bien, tiens, la santé physique et mentale, ça doit être une égalité de traitement et vue de façon indissociable, les atteintes à la santé physique se voient, quelqu'un qui saigne, ça se voit. Les atteintes à la santé mentale s'écoutent.
l'écoute est une condition d'atteinte du niveau de santé au travail. Si on prend en prévention le regard que doit porter le management sur toutes les dimensions de ces équipes de travail dans leur situation de travail, eh bien, on ne saura jamais si les salariés vivent bien leurs outils de travail, leur organisation du travail, leur relation au travail et leur projection dans l'entreprise, ce qui est la clé de la prévention des atteintes à leur santé physique et mentale. On est d'accord? On est toujours sur ce champ d'obligation-là. On ne le saura jamais autrement qu'en les écoutant. On pourra peut-être capter, surtout pour l'environnement technique, on pourra peut-être capter au niveau de l'environnement technique une machine qui ne fonctionne pas, bah, ça se voit, d'accord. Mais et encore, tous les outils, tous les bureaux, tous les locaux qui sont mis à disposition des salariés, pas toujours en regardant le salarié travailler ou en regardant l'équipement de travail qu'on sait s'ils sont adaptés aux besoins ou pas. Mais pour les environnements organisationnels, relationnels et projectionnels, conjoncturels, eh bien, ça ne se fera pas autrement qu'en écoutant. Donc, un sondage QVT régulier qui apporte des réponses, vraiment, tant mieux s'il vise véritablement la satisfaction des salariés sur ces 4 environnements-là, mais en rien, ça ne doit être substitutif à une démarche de management qui met l'écoute des travailleurs dans l'expression de ce qu'ils vivent au travail sur ces 4 dimensions-là. Pourquoi? Pour pouvoir transformer le travail avec celles et ceux qui le font. Et c'est pour ça qu'on parle de cette démarche en 3 temps le plus souvent, qui sont des temps indissociables. Si j'écoute ce qui ne va pas dans leur boulot, y compris si on écoute ce qui ne va pas dans le mien, chaque équipe pour elle. Si j'écoute ce qui ne va pas dans leur boulot, des problèmes vont remonter. Organisation, relation, projection. Et là, souvent les entreprises hésitent à y aller parce qu'elles se disent tous ces problèmes, on ne va pas pouvoir les régler, ça va être une boîte de Pandore et on va se faire tirer dessus parce qu'on n'aura pas tout réglé. Si vous faites écouter, répondre, vous êtes mort, vous n'y arriverez pas et vous allez générer plus d'insatisfaction que de satisfaction. La seule condition de méthode, et maintenant ça fait partie des autres réponses, si Marianne m'avait dit, est-ce que tu peux citer 3 conditions pour que ça marche, à part l'engagement du dirigeant, c'est qu'il sache faire lui aussi. Eh bien, une condition de méthode indispensable, c'est qu'on ne soit pas dans écoute-réponse ou écoute-silence, puisque trop de réponses, on ne peut pas, donc on se tait, et tout ça n'a servi à rien, n'a rien changé. C'est écouter, évaluer et agir. C'est que dans chaque unité de travail, la promesse faite aux équipes soit claire. Nous allons écouter tout ce qui vous empêche de bien faire et bien vivre votre boulot. Et tout ce qui va remonter, on ne va pas le traiter à la cantonade. On ne va pas ne rien en faire parce qu'il y aura trop à faire. On va évaluer ces problèmes que vous avez remontés du pire au moins pire dans chaque unité de travail. La compta pour la compta, la prod pour la prod, des ventes pour les ventes, etc. Et donc, on va aboutir, par cette évaluation-là, à une capacité de traiter la réponse collectivement du pire au moins pire des problèmes qui se sont exprimés. Pire et moins pire sur le niveau de santé au travail que ça va générer, enfin l'atteinte au niveau de santé au travail, physique et mentale, que ce problème peut générer, ce qui n'est rien d'autre que l'évaluation des risques. Donc, si vous êtes dans cette dynamique, écouter, évaluer, agir, avec un regain de sens qu'on a trop souvent méprisé, donné à l'évaluation des risques, qui n'est pas un document fait par un stagiaire ou par un logiciel externe, etc., mais tu vois, qui doit habiter le discours managérial pour pouvoir tenir sa promesse. On écoute tout, on évalue tout, et ensuite on cherche ensemble des solutions du pire au moins pire, et on n'ira pas attaquer la deuxième problématique, celle qui présente le plus haut risque de nous faire mal, physiquement et mentalement, avant d'avoir ensemble trouvé les réponses à la première. Et tu vois, l'évaluation des risques permet de cranter la réponse et de maîtriser la réponse, et pas n'importe comment, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve dans l'engagement de l'entreprise et ses moyens d'atteindre ses objectifs, quoi. Donc voilà, c'est une longue réponse, je sais, quoi, mais ça dit beaucoup de ce qui reste à faire, quoi. Et on a en fait encore d'autres questions en lien avec justement l'écoute, ce qui est logique. Donc une question qui est qui écoute? Et une autre question qui est en lien en fait toujours sur l'écoute, mais est-ce qu'il y a une formation ou quelque chose comment dire, qu'il y a une formation des préventeurs à l'égard des salariés par rapport à la formation, mais que ce soit les préventeurs, les managers, comment tout ça s'organise en fait? Alors, qui écoute? C'est une super question. On va dire ça comme ça, il n'y aura jamais assez d'externes pour écouter tous les internes. Souvent, on dit ça doit être un psychologue du travail extérieur à l'entreprise qui écoute les équipes. Souvent, on dit ça doit être un consultant qui écoute les équipes, j'en sais rien, voire même les services de prévention santé au travail. Le grand défi qu'on a tous à atteindre, c'est que l'écoute soit une part incontournable du management pour ce qu'on a démontré ensemble. Parce que c'est la condition d'atteinte du plus haut niveau de santé physique et mentale. Pas parce que c'est un supplément d'âme, quoi.
Et en plus, parce que l'employeur, dressons une carte utopiste, a fait de la santé au travail un outil stratégique de développement de sa boîte et d'attractivité de sa boîte. Pour reprendre ce que disait aussi Marianne sur un grand enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est d'attirer des gens qui ne veulent pas risquer leur santé à venir y bosser. Donc, si on regarde notre défi, des gens qui en externe savent écouter, on en trouvera toujours. Et il en faut. Des gens qui en interne ont une mission particulière, je pense par exemple, vous savez, au référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, tu vois, pour écouter dans certains cas particuliers, on en trouvera toujours. Le grand défi, c'est d'intégrer dans la ligne managériale ces compétences-là. Donc, qui écoute? Si ce n'est pas le management, ça va être très difficile à porter cette écoute de l'expression du besoin à la solution. Vous savez, on parle beaucoup des espaces de discussion dans le travail. Moi, j'ai horreur de ce terme. Combien de fois on discute et que ça change rien? Et ça exaspère tout le monde. Des gens dans des groupes projets, des gens même parfois dans des enquêtes pour des situations pas possibles. Et derrière, il n'y a rien qui se passe. Plus que des espaces de discussion, il faut des espaces de transformation du travail. Et le travail ne se transformera pas sans les managers en charge de le transformer, quoi. Donc, qui écoute? Ça ne doit jamais être mais c'est à partir de l'écoute managériale que l'écoute faite par les tiers, je pense aux représentants du personnel dans l'entreprise, je pense aux préventeurs, je pense aux RH, et les tiers externes comme les services de prévention santé au travail et les psychologues du travail et les assistantes sociales et les hotlines, tu vois, trouveront tout leur sens pour pallier aux déficiences d'une écoute qui malgré tout sera mise en acte par le management. Et pour qu'ils puissent le faire, rappelons-nous ça, moi c'est pas moi qui l'ai théorisé tout ça, ça s'est théorisé dans les disciplines de la compétence depuis longtemps. Mais rappelons-nous ça, les managers, il y en a tellement qui savent écouter. Dans leur vie personnelle, dans leur vie associative, c'est des champions de l'écoute et ils ne peuvent pas le faire dans le travail pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Donc, comment faire en sorte de leur donner les moyens? Voir s'ils savent. Tous ne savent pas. Donc, il y a un certain, et je peux vous dire parfois, on dit souvent, c'est le management de proximité qui ne sait pas écouter, c'est un ancien technicien. Moi, j'ai vu des très hauts diplômés qui n'étaient pas particulièrement plus doués pour écouter. Donc, il y en a qui savent, donnons-leur les moyens. Il y en a qui ne savent pas, formons-les. Ça existe. Il faut qu'ils sachent écouter. Il faut qu'ils veuillent écouter. Il faut qu'ils puissent écouter. Si on coche ces 3 cases, alors on passe de la moulinette à formation, qui parfois ne change rien, à la moulinette de la transformation, puisque les 3 conditionnés, les 3 réunis, écouter, savoir écouter, vouloir écouter, pouvoir écouter et écouter les problèmes et les solutions, pas que les problèmes, c'est le ferment, en fin de compte, de la transformation de l'entreprise, pas celles et ceux qui font le travail. Pardon, et on a juste une dernière, il nous reste quelques minutes dans ce direct. 2 minutes, ouais. Et on a peut-être le temps pour une dernière question. Donc, Gwen, qui vient de commencer le cours et qui parle, donc, où il y a 6 dimensions. Et aujourd'hui, dans le cours, on parle de 6 dimensions. Je préfère 4. Peut-on clarifier ce point? Mais en fait, Gwen, merci Hélène, pardon, je t'ai coupé. Gwen, il y a la santé au travail, c'est folklorique. Parce que, alors, il y a des représentations de partout qui sortent de partout, c'est comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la représentation des 4 dimensions des situations de travail, technique, organisation, relation et conjoncture, et que la définition de la qualité de vie au travail que je vous ai partagée n'est pas ma définition, en tout cas ça ne l'est plus. Ce sont des concepts qui ont été repris dans un guide de l'Organisation internationale du travail, qui après la publication de mon livre, m'a demandé l'autorisation de reproduire ces modélisations-là pour faire norme dans le guide qui était le leur, qui s'appelle Entreprise mondiale et bien-être au travail. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça a au moins le mérite, ces 4 dimensions-là, de pouvoir être assis sur une norme internationale. Alors, il y en a beaucoup et certaines ne se rejoignent pas, comme vous dites, certaines en mettent un peu plus, un peu moins, mais il y a au moins ça. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que c'est opérant, c'est-à-dire que quand on le met en œuvre, c'est pas difficile à comprendre, ce qui n'enlève pas la difficulté à le faire, quoi. Et ça fait de bonnes raisons de les utiliser, quoi. Mais je suis pas prosélytique pour autant. Je pense que les 6 dimensions dont elle parle, c'est la marguerite que propose l'ANACT, peut-être avec les 6. Je ne sais pas si c'est de ça dont elle parlait, mais c'est fort possible. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à toutes vos questions, Hélène.
Oui. Et ce que j'allais dire en fait à Gwen qui a posé cette question, c'est que si jamais il lui manquait des éléments qu'il voulait clarifier un peu plus, ne pas hésiter à reposer des questions dans le forum du MOOC sur Fun et on reviendra vers elle, mais aussi vers tout le monde pour apporter ces compléments. Super. Voilà. Bah, écoutez, encore des petites excuses pour pas avoir pu passer le support parce que je pense que de mon téléphone, c'était un petit peu compliqué. Hélène, est-ce qu'on trouvera le moyen de partager les quelques planches que je devais passer aujourd'hui? Alors, pour les personnes qui sont inscrites au MOOC, sans problème, je les ferai passer dans Ah, le c'est forum super. général C'est du super. MOOC. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci, un grand merci à Vincent pour tous ces éclaircissements. C'était limpide, c'était surtout très enrichissant. J'espère que vous avez appris encore plein de choses aujourd'hui en complément de ce que vous avez vu dans le MOOC et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et à bientôt, Vincent. À bientôt, Hélène. Merci Au À à revoir très toutes à et à tous. tous. bientôt. Merci à Merci. tous. Ciao. Au revoir. Est-ce que je peux arrêter? Si tu peux couper, c'est super parce que voilà. J'essaye de couper. Ça Si y je est, c'est mets moi, fin. je le fais.